séance de déjeuner, on va démarrer un débat qui va tourner autour du thème de la journée. Et si vous permettez bien, avant de démarrer et vous annoncer les axes du débat, j'aimerais bien remercier les invités experts qui font partie de ce débat. Je commencerai par la droite, par M. Khenchad Mohamed, qui a fait une très belle présentation ce matin, et puis M. Omari Mohamed aussi, qui nous a parlé de la performance, de ses avantages, et puis le professeur Martawi de l'Université Hassan d'Agadir. Et puis à ma gauche, il y a Dr Hicham Mohammadi, que je présente parce qu'il n'a pas participé ce matin avec nous. Et donc Hicham Mohammadi est responsable du laboratoire de biochimie à l'Institut Pasteur du Maroc, à Casablanca. Et en même temps, il est auditeur qualité pour la 15189 sur la biologie médicale. Donc, il a démarré des formations intéressantes en termes d'audit qualité en biologie médicale. Merci d'être avec nous dans ce tour de table pour le débat concernant cette thématique. Et puis, notre professeur Abdelhanan Boukhera, qui nous a ravivé par sa présentation sur la technologie de la chimie sèche. Donc, il va avec plaisir participer avec nous une autre fois dans cette table ronde. Et en attendant que Madame professeure Morjane de nous rejoindre, elle est en route. Donc, on va démarrer tout de même donc, ce débat. Elle va nous rejoindre. Donc, par rapport aux axes que j'ai programmé de partager entre nous, d'abord, comme vous l'avez vu ce matin, toute la matinée, sur le déroulé de toutes les présentations qui ont été faites, vous avez vu que nous avons adopté, on va dire, une suite logique, c'est-à-dire que nous avons commencé par une présentation globale de tout ce qui se passe dans un laboratoire de biochimie, d'accord ? Et par la suite, on a essayé de focaliser sur les techniques qui sont très efficaces en termes d'analyse, notamment la chromatographie, la chimioluminescence, et puis après par l'électrophorèse, notamment que ce soit sur gel ou bien capillaire. Et par la suite, nous avons vu les nouvelles technologies qui sont pleines d'avantages, en fait, notamment la chimie sèche. Et c'est quelque chose qu'on va débattre dans le sens où on va la mettre avec la chimie liquide et on va voir ce que les experts pensent de cela. Voilà, donc par rapport à tout ce que nous avons vu, donc au début, nous allons démarrer effectivement par la globalité, c'est-à-dire le laboratoire de biochimie clinique dans un laboratoire, que ce soit du privé ou bien du public, il y a des appareils. D'accord. Donc aujourd'hui, l'automatisation a déjà fait ses preuves, mais il y a de l'humain. Il y a de l'humain, c'est-à-dire le technicien, la technicienne. Et le technicien, c'est les humains qui travaillent et qui sont à côté, face à la machine, face à l'appareil. Ce sont elles et eux qui connaissent les problématiques et le rebond de ces machines qui sont en face d'elles ou d'eux. Et puis, est-ce que par la suite, ça s'arrête là ou bien ça continue vers le feedback, vers le biologiste, vers la communication avec le biologiste, aussi pour le rendu de résultat avec le clinicien. C'est ça ce qu'on va débattre dans ce premier axe, et par la suite, on passera au deuxième axe qui est relatif à la technologie, justement, de la chimie sèche. Alors, pour le premier axe, je vais questionner les invités, mais aussi vous, présents dans cette salle. Les techniciens sont bien attendus par rapport à leurs questionnements, leurs doléances, leurs interrogations, parce que c'est votre journée, n'est-ce pas? C'est donc en votre honneur que cette journée a été organisée. Et c'est pour cette raison qu'on va démarrer par tout simplement, on va dire, quelle est la place
du technicien aujourd'hui, en 2021, dans un laboratoire de biochimie. Et peut-être je vais adresser tout de suite la parole à Monsieur Tréchef. Merci beaucoup, professeur. Alors déjà, la place du technicien actuellement au niveau des laboratoires, du laboratoire de biochimie, c'est une thématique qui normalement est très importante. Il est très large et si on voulait penser à haute voix, il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens, parce que le technicien de laboratoire, il n'est pas actuellement seul. C'est ça donc parmi les choses qui sont un peu la place du technicien normalement. Maintenant, il était dans le temps technicien biologiste. Maintenant, il y a d'autres profils qui entourent toute cette analyse, tout ce traitement, tous ces examens. Mais je m'adresse, je vais essayer de faire la place plus précise du technicien de laboratoire qui a besoin actuellement d'un accompagnement de proximité, d'aller vers, comme vous l'avez dit et comme il a été dit par le cher professeur, donc les techniques spécialisées. Malheureusement, beaucoup de techniciens de laboratoire dans les laboratoires n'accompagnent pas cette activité liée récente. Alors que la majorité des formations continues, la majorité des techniciens ne participent pas à la formation continue au niveau des laboratoires, uniquement peut-être les protocoles, les procédures, etc. Mais aller justement faire une formation continue spécialisée, c'est un peu l'effet défaut de la majorité des laboratoires. Il y en a que je connais, et même ce n'est pas chez nous, c'est aussi à l'extérieur, au niveau des laboratoires dans d'autres pays. Micro. Est-ce que ça veut dire que sa place n'est pas encore bien comprise? Il n'a pas encore sa place comme il faut. Qu'est-ce qui manque à votre avis? Il faut tout d'abord normalement un référentiel des compétences. Quelles sont ses attributions? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Quelle est sa limite au niveau de la technique des analyses? Est-ce que uniquement le traitement et puis faire passer l'échantillon et donner le résultat, ça s'arrête là? Est-ce qu'il participe aux réunions de débat sur justement les facteurs influençant les examens? Est-ce que justement la formation continue? Donc maintenant, quand on parle technicien, à mon avis, d'après plusieurs laboratoires, il y a tout un ensemble de profils. Le technicien dont on s'adresse actuellement, qui a un diplôme, qui a fait une formation de technicien spécialisé en laboratoire ou technicien biologiste, on appelle dans d'autres pays de technicien biologiste, il n'a pas encore trouvé sa place comme il faut. Généralement. Là où peut-être les collègues peuvent participer avec justement, je voudrais faire. Je pense à haute voix, je ne cache rien, je ne vais pas faire ici. Donc, il y a l'objectif de parler clairement. Le technicien a besoin de l'écoute, a besoin de participer aussi aux décisions analytiques. C'est pas donc, je ne parle pas de la physiopathologie. Donc, analytique, il a besoin de participer. Il a fait une formation sur toutes les techniques. Manuel, donc. Mais monsieur Tréchef, comment vous voyez cette participation? Comment vous la matérialisez? Matérialiser, donc, comme j'ai dit, donc il faut les envoyer faire des formations spécialisées. Alors, d'ailleurs, ma présentation, donc c'est au devoir la conclusion de ma présentation, je l'ai faite exprès sous forme de recommandations et de suggestions. Et là, vous pouvez revenir à la conclusion. J'ai mis toutes les choses auxquelles le technicien peut trouver sa place au niveau du système biologique actuellement. Et là, je parle en général. Il y a la réglementation. La réglementation qui fait défaut. Ça veut dire ici, le technicien sur le plan réglementaire, comme j'ai dit tout à l'heure le REC, donc il peut nous emmener à la réglementation, c'est-à-dire le statut de ce technicien biologiste. Et là aussi, je recommande et j'ai suggéré à ce que le biologiste accompagne ce technicien pour arrêter justement cette réglementation. Comment, qu'est-ce que le technicien doit être. Le message est clair. Voilà, donc
Très bien. Je voudrais avoir l'avis de Sir Maël. Qu'est-ce qu'il pense pas? Est-ce que vous êtes du même avis que le chef? Ou bien vous n'êtes pas totalement ou peu? Donc pour moi, en tant qu'un technicien, donc à la base je suis un technicien de laboratoire, donc avec une expérience de plus de 2 années dans le laboratoire de biochimie, aussi au niveau du laboratoire d'Anapat. Donc bon, j'espère pouvoir être concis, précis, parce que c'est une question, c'est une problématique qui pourrait éventuellement faire couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie à une spécialité du management à part entière, à savoir la gestion des ressources humaines, en fait, le management des ressources humaines, parce qu'il faut faire la distinction entre administrer le personnel et gérer le personnel et le manager. Lorsqu'on parle du management des ressources humaines, on parle du fait de les gérer en les motivant. Donc la motivation doit être la clé de mobilisation de tout le personnel. Comment on peut le motiver? En se basant, en fait, lorsqu'on parle de la gestion des ressources humaines, on parle d'un certain nombre de fonctions. Par exemple, si je reviens à ce qu'a dit mon maître à propos, par exemple, de la formation. Oui, la formation, je suis d'accord. Ça doit être ciblé en fonction des besoins. Pour la rémunération, ça devrait être donné en fonction du rendement. Lorsqu'on parle, on doit bien gérer la carrière d'un technicien de laboratoire pour qu'il puisse non pas stagner et rester dans une phase stationnaire, mais le fait d'ouvrir plus d'horizons pour pouvoir avancer. Lorsqu'on parle, il ne faut pas restreindre le rôle et réduire le rôle du technicien et le fait de gérer sa carrière par le biologiste, si on parle du secteur privé ou dans une fonction de gestion des ressources humaines par l'administration. Administrer, ça veut dire se baser surtout sur l'absentéisme, sur le turnover, sur, je ne sais pas, l'avancement. Donc, il faut savoir motiver ce personnel pour l'impliquer, pour le mettre dans sa vraie valeur, pour qu'il puisse donner. Et là, je reviens, avant de céder la parole à mon maître, distinguer entre potentiel et compétence. Lorsqu'on parle de la compétence, on parle d'une combinaison de 4 savoirs. Le savoir, ce qu'il a pu acquérir au cours de son cursus universitaire, le savoir-faire, donc son expérience, ce qu'il a pu acquérir aussi sur le milieu de travail, et aussi le savoir-être, donc la personnalité qui doit être un peu, il faut savoir le gérer, et aussi un point essentiel, à savoir le savoir-vivre, pouvoir s'adapter au contexte. C'est Omar, comment vous pouvez arriver à convaincre les décideurs ou les responsables, les hauts responsables, pour justement faire preuve de ce manquement ou bien de cette révision? Je pense que la solution, je ne sais pas pour moi, c'est à travers un cadre juridique qui doit être bien présent. Je pense que vous avez l'association, justement, l'association nationale qui organise l'événement aujourd'hui. C'est un organe qui doit avoir son mot à dire dans cette on va dire, cette stratégie ou bien cette révision de stratégie. Oui, effectivement, parce qu'il y a vraiment des lacunes dans le cadre juridique, à travers la définition des responsabilités, qui fait quoi et comment. Donc, il y a une grande faille qu'il faut un peu rebondir sur ça et essayer un peu de solliciter la participation des gens du terrain, à savoir l'association des techniciens. Et d'ailleurs, j'en profite de l'occasion pour remercier ces cons parce qu'elle essaye de faire beaucoup d'efforts pour essayer de mettre en valeur le technicien de laboratoire. Là, jusqu'à présent, c'est réussi. Donc, il faut juste travailler et que les responsables doivent être conscients du fait qu'il faut gérer, manager les ressources humaines et non pas se contenter de les administrer. En tout cas, vous montrez bien cette volonté. Hein.
Je vais tourner à gauche pour poser la même question à Hicham Mohammadi, qui a une grande expérience aussi au niveau de l'Institut Pasteur en tant que laboratoire public, pour justement répondre à la question, en même temps, à travers l'expérience, comment vit, on va dire, le technicien, ses préoccupations, ses interrogations au quotidien, si on va dire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avant de commencer, permettez-moi de remercier l'association marocaine initiale de droit, à travers également IM Alliance qui ont donc su choisir les thèmes de cette formation, de cette journée sur la biochimie qui est très intéressante. Je voudrais également remercier et féliciter les différentes honorables orateurs qui nous ont gratifié d'une formation aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié. Je me suis régalé à suivre les formations. Il y a un peu de tout. Il y a du management, il y a de la technique, il y a des techniques spécialisées, il y a la technique, la chimie sèche. Donc, ça a été vraiment un très grand plaisir d'assister parmi vous dans cette première journée, de biochimie. C'est pour moi, c'est la première fois et j'espère que ça ne va pas être la dernière. Donc, pour votre question, c'est une question très importante. Le technicien de laboratoire, c'est un maillon qui est très important au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. C'est lui qui travaille, c'est lui qui fait tout le travail. Donc, c'est un poste qui est très intéressant. Et donc, je vois par rapport à. Je suis totalement en accord avec Henri pour la motivation, tout d'abord, bien sûr. Pour la formation de ce technicien de laboratoire. Aussi, je suis passé par technicien, comme vous le connaissez très bien, c'était les années 92 et 93. Et donc, à mon sens, à mon avis, la réglementation marocaine, le GBA, le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, il stipule, il a certains chapitres qui parlent sur ce technicien de laboratoire, sur les fiches de poste, sur les fiches de fonction, pour essayer de délimiter les fonctions, les tâches d'un technicien de laboratoire. Donc, du coup, il faut motiver ce technicien de laboratoire, il faut lui permettre de s'épanouir dans ce domaine qui est très important. Il a choisi grâce à ses connaissances, à son diplôme. Et donc, du coup, il va falloir que le règlement, le biologiste, eh bien, lui prépare tous les ingrédients, tous les moyens pour s'épanouir dans son domaine et pour avoir plus de chances d'aller vers l'avant. Pourquoi? Parce que je vois que le technicien de laboratoire, c'est un moyen qui est très important et qui est, si vous voulez, un moyen qui est très important et qu'il faut avoir et qu'il faut donc saisir cette chance de lui donner, si vous voulez, la possibilité de s'épanouir au niveau d'un laboratoire de biologie médicale. Et surtout, le règlement, le GBA, la norme, la démarche qualité, le protocole de la démarche qualité, l'ISO 15189, la démarche qualité, tout ça, c'est des choses qui donnent de la valeur, qui donnent une valeur ajoutée aux techniciens de laboratoire. Il faut que les laboratoires commencent déjà à penser au règlement, penser à la qualité, penser aux différents aspects de ce management de la qualité qu'on va expliquer. D'ailleurs, je remercie Sylvain Barré tout à l'heure, il a bien expliqué le management, la gestion du personnel, des ressources humaines, tout ça c'est très important et il faut bien prendre soin de ce technicien-là. Justement, vous touchez un point très important et pertinent, c'est justement celui de l'accréditation, bien de la certification qui exige parmi la liste des exigences le côté humain, c'est-à-dire le technicien de labo. Il va automatiquement et obligatoirement et systématiquement faire partie de cette exigence.
Est-ce qu'on peut dire que les laboratoires qui aujourd'hui, allez, on a combien de laboratoires au Maroc si je parle du privé? 600, entre 600 et 650. Est-ce que les laboratoires qui sont certifiés, pour ne pas parler d'accrédité, parce que très peu de laboratoires sont accrédités, est-ce qu'ils bénéficient, est-ce que les techniciens qui travaillent, qui sont actifs dans les laboratoires d'analyse privés, bénéficient d'une meilleure formation que ceux qui travaillent dans un qui n'a pas encore cherché à être certifié? Tout à fait. Tout à fait. Vous avez entièrement raison. La démarche qualité, la démarche qualité, la certification, sinon l'accréditation, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui sont accrédités. Et surtout les laboratoires qui sont certifiés, ils commencent déjà, bien sûr, à donner une certaine autorité à ce technicien de laboratoire en faisant des formations par rapport au management de la qualité, en devenant des responsables de qualité, en faisant des choses relatives, par exemple, à la gestion de cette qualité au niveau du laboratoire. Donc ça donne en plus l'association, je remercie Haj pour cette initiative également de cette association de laboratoires de biologie médicale, qui est une bonne initiative et que je crois qu'avec le temps ça va donner ses fruits, et ça va, avec la certification bien sûr, avec le règlement, avec tout ce qui est en rapport avec la... donc si vous voulez, cette démarche qualité, ou bien cette politique qualité que nous souhaitons que les laboratoires commencent à entreprendre, elle va donner plus de valeur à ce technicien de laboratoire, bien sûr, l'établissement de fiches de poste, l'établissement de fiches de fonctions, on va délimiter les fonctions, on va donner plus de valeur à ce technicien de laboratoire et par la suite on va y voir, avec, bien sûr, avec les associations, avec cette association qui vient d'être créée. Je crois qu'il va faire son travail et il va être épanoui de temps qui vont. Très bien, merci. Je suis tout à fait convaincu. Est-ce que je voudrais bien prendre l'avis de quelques techniciens qui sont à l'écoute pour écouter un peu. Oui, oui, un micro s'il vous plaît pour monsieur. Si vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, c'est un honneur d'assister avec vous, chez nous, parce que je fais partie de l'équipe. Vous dites le Hajj, mais derrière le Hajj, il y a toute une équipe. Donc, je remercie l'équipe dont je fais partie. Donc là, cet domaine qu'on a créé aujourd'hui, c'est justement pour répondre à cette problématique, la situation actuelle du technicien de laboratoire et de notre métier, à savoir technicien de laboratoire. Donc, je suis technicien de laboratoire d'origine. Maintenant, je suis un cadre de santé. Je prépare mon doctorat pour bientôt, Inch'Allah. Et donc, c'est pas sporadiquement qu'on a choisi les thématiques. D'ailleurs, je vous convie de voir la revue qui a été élaborée et qui regroupe, soi-disant, notre historique vis-à-vis de nos activités qu'on a réalisées depuis la création de notre association. Donc, l'association, c'est la réponse pure à votre question, relativement à la place du technicien de laboratoire dans une équipe multidisciplinaire, quand même. Parce que le laboratoire, certes, c'est un service, c'est un soin qu'on considère un soin indirect, quand même, on ne touche pas directement au patient, mais on a notre rôle, qui est un rôle qui a vraiment un pourcentage, si on parle. Quand on veut prendre la décision pour prendre en charge le patient, quand même, le laboratoire il joue un rôle très important. Donc, pour revenir, l'association nationale des techniciens de laboratoire, il est là pour compléter, soi-disant, les savoirs que vous avez cités sur Marie. Il y a d'autres savoirs, deux autres, le savoir devenir, c'est-à-dire comment on peut épauler, comment on peut accompagner, comment on peut mettre à jour les connaissances dans un contexte qui est changeant. Là maintenant on parle de la réforme, c'est une réforme radicale de notre système de santé, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même, c'est la couverture médicale universelle, c'est le mandat الصحية, الوظيفة الصحية العمومية. Là c'est la situation qui est vraiment, ça va être radical, c'est un changement qui va être à 360 degrés. Donc là l'association elle est là pour épauler, pour accompagner, pour mettre à jour les savoirs, les compétences
du technicien de laboratoire, la place du technicien de laboratoire. Et bien sûr, le sixième savoir, c'est le savoir-faire savoir. Donc, on joue sur le marketing de notre image, à savoir les techniciens de laboratoire. Donc, les thématiques qu'on a déjà choisies, la thématique actuelle, c'est pas au hasard qu'on a choisi ça. Donc, c'est justement pour mettre et donner une place aux techniciens de laboratoire. Je remercie Emma Alliance parce que vous avez quand même donné le champ, l'aubaine pour nous exprimer. Donc, je remercie au nom de Silhaj et l'équipe de tous les intervenants. Et ça fait plaisir de hausser le débat, de parler d'un tel niveau, avec un tel niveau. Donc, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Une autre intervention de la salle. Un monsieur qui porte des lunettes. Il est à gauche. Vous lui donnez à gauche. Voilà. Ah, à gauche. Oui, monsieur. Je me présente. Je suis technicien de laboratoire. Je vois ici que tout le monde parle. Il y a une ambiance du secteur public. Moi, je suis là, j'opère depuis 20 ans, depuis plus que 20 ans, dans le secteur privé. On a toujours rêvé d'avoir cette instance qui puisse représenter les techniciens de laboratoire. J'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous. L'association, mais il est très important, on en a parlé avec plusieurs d'entre vous, le profil de ce technicien-là. Le profil de ce technicien. Le privé, qui est une catastrophe. Qui est une catastrophe. D'où il y a la formation, d'où il y a je vous parle. Le technicien, le dernier maillon de la chaîne, le profil, il est minable. D'où il y a la formation, d'où il y a c'est l'association qui un jour était un rêve pour moi. Une association qui puisse s'occuper de ça. Mais je voudrais, c'est avec toute l'équipe. Et le profit, l'association doit s'installer comme une instance qui puisse définir le profil des techniciens. Parce que n'importe qui connaît les techniciens, c'est un choix de l'idéologie, c'est un choix le privé, c'est un choix, mais vous avez des grands temps de penser dans ce sens-là. Excusez un peu. Bien au contraire, votre intervention elle est très importante parce qu'on a envie de matcher le public avec le privé. Parce qu'en écoutant justement les gens du public, on fait abstraction de ce qui se passe dans un organisme médical privé. Or que dans le privé, c'est une autre expérience qui est intéressante, mais il faudrait bien qu'on la découvre, qu'elle soit aussi dans le débat. Donc, vous avez parlé de profil. Je ne sais pas si l'association puisse développer cette question par rapport à la définition du profil. Moi, je pense que ça doit être les textes réglementaires. Peut-être si Cheikh Chaf, il nous dira parce qu'il a une grande expérience là-dessus. Oui. Par rapport à cette question. J'ai parlé ensemble, c'est-à-dire les privés et publics. Parce que donc, aussi, par expérience dans la formation des techniciens, ils ont évolué maintenant. On prépare maintenant des techniciens à niveau licence, reconnus sur le plan réglementaire. Ils ont fait les masters, ils peuvent aller loin. Ce n'est pas ici donc généralisé à tout le monde. Ce que j'ai comme souci, pour parler un peu de cette manière, c'est que nous avons perdu beaucoup de techniciens le parcours. La majorité des techniciens, peut-être au niveau même de la salle, font des doctorats loin de la biologie, loin des techniciens biologistes. Et ça, c'est une perte d'un personnel. Vous savez qu'on a un doctorat pour le management ou un doctorat pour un autre profil, il va quitter le laboratoire. Qu'est-ce qu'il va perdre? C'est le labo, c'est le biologiste, c'est la population, parce qu'il va avoir donc d'autres profils, peut-être, qui n'ont pas cette expérience
وغادي تمشي بحال comme ils disent les Français, comme une bibliothèque brûlée. غادي داك l'expérience ديالو مشات هكاك. Donc là, pourquoi j'ai dit l'association et les biologistes doivent aider la motivation que nous avons dit, parce que quand on propose maintenant le REC, le référentiel des emplois et des compétences au niveau du ministère, il faut qu'il y ait aussi un avis des biologistes. Alors, pas mal de biologistes, je dis pas tout le monde. Il y a des biologistes auxquels j'ai posé la question. Qu'est-ce que c'est que le technicien pour vous? Le technicien de laboratoire, je voulais avoir. Le technicien de laboratoire pour quelques-uns, celui qui manipule. C'est un manipulateur. Ça veut dire on lui montre comment faire travailler un appareil. Le technicien a un résultat, il est clair. Quels sont les biologistes qui connaissent et qui reconnaissent la valeur des techniciens qui, parmi les anciens, après 36 ans, 37 ans de service, jusqu'à maintenant, les profs, même les biologistes avec lesquels on a travaillé, vous connaissez le professeur Haruchi, M. Chbraoui, tout un ensemble de profs, nous avons travaillé sur les paillasses avec eux. M. Lomari dans le privé, et maintenant, je le visite encore, il a applaudi le technicien. Alors, par modestie, nous avons appris beaucoup de choses auprès des techniciens. Nous avons appris beaucoup de choses sur le plan manipulation, sur le plan technique. Ils le reconnaissent. Et là je voulais aller la main dans la main, le technicien, le biologiste, pour que ce profil voit le jour avec, bien sûr, l'association. Nous avons maintenant l'association extraordinaire, excellente. Et on peut se déplacer là où il va partir. ولكن خص l'accompagnement ديال le biologiste يعني كما يقولوا في le plaidoyer d'instaurer une réglementation ديال le technicien. شكون هما les tâches ديالو, شكون هو le profil. Je reviens pour terminer. La formation, nous avons fait une évolution de la formation auquel j'ai participé depuis la formation il y a 2 ans. Les écoles dans le temps. Et puis après, bien sûr, l'IFCS, donc tout le monde vient bien la connaître, et puis le système LMT. On a accompagné à l'évolution des techniciens. C'est formidable. Avec qui on a fait le premier programme de l'IFCS. C'est avec les biologistes. Professeur Jbir, M. Harichi, ils ont assisté. M. Agoumi, la parasitologie, Mme Agoumi, l'hématologie. Et ce sont des vétérans de la biologie. J'ai la formation avec nous, les techniciens, par modestie. Donc, voilà le programme. Mais sur ce programme, vous allez aller vers la réglementation. Maintenant, pour dire que le programme, il a fait l'électrophorèse, on joue le privé, maintenant, le laboratoire de lui, tu n'as pas les compétences de faire. Allez, je l'ai fait pendant 5 ans. La chromatographie, la même chose. Donc, si une tâche, le technicien ne peut pas la faire, il faut l'éliminer dans le programme. Je peux nous clair. Moi, je m'aurais dit. On a vu la sédimentation, on a fait la réglementation, et on a le privé. Mais le privé, maintenant, d'autres profils, a le droit de faire des tâches de technicien, le privé. Il dit la recherche des bandelettes, il dit la recherche du glucose, il dit la vitesse de sédimentation légale. Le technicien n'a pas le droit d'exercer les choses. Je connais la personne. Je connais la dire que c'est un nom. Voilà, mais je peux le clair. Donc, ça veut dire que c'est une responsabilité aux biologistes, c'est une responsabilité aux techniciens qui ont un diplôme de technicien de faire évoluer leur carrière. Mais le technicien, on peut le dire pas. Je vous prends sur vos mots. Il faut responsabiliser le biologiste, il faut responsabiliser le technicien. Pour valoriser déjà le métier de biologiste médical, avant d'atterrir vers le technicien. Vous savez, je vais vous dire une chose, j'ai entendu quelque chose qui m'avait troublé un peu lorsque j'entends quelques médecins, heureusement ce n'est pas la majorité, qui pensent que le biologiste qui est pharmacien ou médecin biologiste, après tant d'années d'études, son acte, c'est d'appuyer sur un bouton pour donner un chiffre. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous voyez? Ça veut dire que cette valorisation, elle s'impose aujourd'hui. Moi, je dis que le métier de biologiste médical, avec toutes ses composantes, quand je parle de biologiste médical, c'est-à-dire c'est l'ensemble, c'est le biologiste et les techniciens. On ne les sépare pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ils doivent être valorisés. Et pour moi, l'unique façon de le faire, c'est
de le dire. Tout simplement. Ça veut dire communiquer. Comment peut-on communiquer? C'est dans des circonstances pareilles. C'est-à-dire qu'il faut inviter les cliniciens et les biologistes, faire des réactions, du chimie, faire des réunions clinico-biologiques en présence des techniciens. Et se défendre parce que c'est très important. Et cette valorisation va, croyez-moi, lever le niveau à tous les niveaux, quoi. Va lever la valeur qui est importante et qui est très sensible vis-à-vis du patient. Parce qu'on est en train de parler d'un travail dans lequel le patient est la dernière cible ou le dernier maillon. Par rapport à cette question même, justement, je répète, je dis communication. Alors j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que le technicien communique bien avec le biologiste? Je m'adresse à vous, Madame Angèle. Sincèrement. Avant de je vais vous faire rire parce que moi, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que d'ici 20 ans, ou bien d'ici 30 ans, il y aura un technicien et il y aura un biologiste avec la digitale, avec le digital, avec la robotisation, avec l'évolution de la technologie? Est-ce qu'il y aura d'abord le laboratoire? Est-ce qu'on aura ces statuts-là? Parce que déjà, ça commence à se dépasser dans d'autres pays, au Japon, et je ne sais pas. Est-ce que... Vous me posez la question? Oui. Je vous réponds, peut-être je vais vous faire rire aussi. L'automatisation, elle peut aller très loin. On l'a dit tout à l'heure, on va revenir sur l'automatisation. L'automatisation aujourd'hui a fait des avancées de pas de géant en termes d'avancées. Et cela, pour moi, ne veut pas dire que l'humain ne sera pas là. On ne peut pas. Surtout chez nous au Maroc, on a besoin de voir, de toucher. Donc, s'il y a un impact de l'automatisation on va dire, vers le laboratoire du futur, comme on dit, en termes de communication, ce laboratoire du futur, il doit avoir quelqu'un qui va au moins veiller sur s'il n'a pas chaud, s'il a froid. Oui. Non? Non, parce que maintenant, même la médecine peut se remplacer par... Il y en a maintenant des robots qui font des opérations chirurgicales. Oui, mais ça, c'est de l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est différent. Mais revenez à ma question. À la question, dans notre laboratoire, par exemple, c'est le travail commence par le technicien et termine par le biologiste. En fait, le technicien est là, c'est lui qui fait la maintenance, c'est lui qui passe les contrôles qualité, c'est lui qui passe les calibrations si nécessaire, c'est lui qui centrifuge, c'est lui qui technique, et celui qui valide techniquement. Techniquement, ça veut dire s'il y a des dilutions à faire, s'il y a des commandes, s'il y a de l'hémolyse, s'il y a des calcémies à corriger parfois, si c'est la nuit, donc c'est le technicien, même parfois le technicien libère les bilans de nuit s'il n'y a pas le biologiste. Puis la communication. La communication, sincèrement, la communication, on valide les contrôles qualité avec les techniciens. On valide avec le contrôle qualité, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a quelque chose à corriger. Puis par la suite, durant la validation biologique, on a un retour pour voir quelques bilans. Parce que généralement, on n'interprète pas les chiffres, on interprète le bilan dans sa totalité. Malheureusement, on est dépassé, on n'a pas les renseignements cliniques parce qu'on est dans une structure hospitalière et tout. Mais quand même, on essaye, en voyant le service, les chiffres, quand même, à interpréter le bilan dans sa totalité. Mais s'il y a quelque chose qu'on voit que techniquement, il y a quelque chose qui ne va pas, si on discute, on revient vers le technicien. Parfois, si on trouve, par exemple, je ne sais pas si parce que la majorité comprend de quoi je parle, parfois on trouve, par exemple, une valeur de créatine qui est augmentée avec une valeur d'urée qui est diminuée, on suspecte qu'il y a une coupe de calibration qui est cassée, on revient vers le technicien, on corrige. Donc, il y a une communication qui doit s'améliorer. Je voudrais être plus précis. Le biologiste répond à ces questions lorsque le technicien vient vers lui. Est-ce que tous les techniciens osent
ou le fond ou pas? Oui. Je t'en ai la parole. Je parle chez nous. Chez nous, Oui, il ose. Avec moi, il ose largement. C'est normal, c'est notre major de service. Ben oui, il ose, il vient, il n'y a pas de problème, on discute, on C'est normal, il n'est pas tous. Non, chez nous, avec moi personnellement, il n'y a pas de problème. Ça passe, c'est fluide, on discute, il n'y a pas de problème du tout. Très bien. Parce que, Je vais rebondir la même. la communication, c'était par rapport à la question de la communication Exactement. entre biologistes et Bon, techniciens. je suis biologiste, mais avant tout, je suis un technicien de laboratoire. Je le reconnais, je suis un technicien de laboratoire. Donc, même si je suis biologiste, je porte l'étiquette de biologiste, mais j'adore le laboratoire. Je mets ma main dans les communs, je mets ma main dans les contrôles de qualité, je mets ma main dans les calculations. Et je sais ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Je ne sais pas, mais un bon biologiste, normalement, un bon biologiste, Normal. doit avoir cet aspect-là, doit avoir la main. C'est pas un biologiste là pour faire la validation biologique, non. Il doit avoir la main, donc il doit savoir chaque tâche, chaque particule qui passe dans son laboratoire. Ce qui se passe parce que, et d'ailleurs, le personnel qu'on a, le personnel technicien qu'on a avec nous, qui travaille avec nous, si jamais il sait que le biologiste ne maîtrise pas ce qui se passe, il ne va pas faire la tâche comme il faut. Mais par contre, si c'est très bien que le biologiste maîtrise tout ce qui se passe, parce qu'à chaque moment, à tout moment, on veut venir et savoir ce technicien travaille avec les normes de qualité ou pas. À tout moment, la nuit, la matinée. Bon, pour la communication, moi personnellement, il n'y a pas de frontière. Moi, avec mes biologistes, ce ne sont pas mes techniciens, ce sont les techniciens de laboratoire. Et figurez-vous qu'on a pu convertir des infirmiers polyvalents en techniciens de laboratoire. En les motivant. Oui, moi j'ai des infirmiers polyvalents qui font le travail de technicien. Là, la question du profil se pose. Non, parce qu'il suffit de les motiver, il suffit de les impliquer et de les accompagner. Et bien sûr, ma porte est toujours ouverte pour écouter, parce que j'apprends des choses de la part des techniciens. J'apprends ce qui se passe. S'il y a des calibrations qui ne tiennent plus, par exemple, c'est les techniciens qui l'ont dit. C'est vrai. Et maintenant, moi, par contre, un point sur lequel je vais insister de la part des techniciens, s'il vous plaît, avant de penser faire un technicien de laboratoire, il faut maîtriser actuellement l'outil informatique. Parce que l'outil informatique, ça facilite la tâche, surtout pour le laboratoire de biochimie. Il y a des techniciens qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Moi j'avais la chance de vivre la transition entre avant qu'il y avait le système informatique de laboratoire, parce que tout était manuel. Puis après, il y a le système informatique de laboratoire, l'avènement de ce système-là. Les premiers techniciens qu'on avait, ils avaient peur du clavier. Même le clavier, ils avaient peur du clavier et de l'écran. Mais petit à petit, c'est rentré et ça a facilité la tâche pour le technicien. Et là, le système informatique de laboratoire, il a les middleware maintenant, et il a l'interface. Il a l'interface de chaque automate. Donc, vous voyez, il y a 3 outils informatiques. Donc, de la part d'un technicien de laboratoire, maintenant, il est obligatoire qu'il maîtrise l'outil informatique. Et il y a un autre point qui a encore facilité la tâche du technicien. C'est quoi? C'est la hotline. Avant, c'était la science-fiction, la hotline. Maintenant, heureusement, il y a la hotline. À tout moment, il peut appeler pour qu'il soit accompagné pour résoudre un problème technique qui se pose. Très bien. Donc, il ne faut pas qu'il y ait cette frontière entre le biologiste et le technicien. Et je le répète, je suis un technicien avant d'être un biologiste. Merci. Une question, micro s'il vous plaît. Voilà, vous allez intervenir sur la même question. Bon. Non? Salam alaikum. Bon, je rejoins le maître Khouchani. Bon, pour le technicien de laboratoire, pour moi,
c'est un technicien qui est diplômé d'État, qui a fait des études de technicien de laboratoire. La première des choses. Avant, on avait 2 ans de formation, qui était 2 ans de 8h à midi, de 2h à 14h, 18h, plus des stages. Donc, le technicien de laboratoire avant, العربية كان حاجة راسه. Donc, d'abord, alhamdoulilah, merci à l'association, je suis le technicien. Normalement, le biologiste n'est pas très bien technicien, on ne peut pas travailler sans technicien. Et la formation du biologiste, sous la responsabilité du technicien, d'abord, dans le laboratoire, quel est un professeur biologiste, mais il faut les résidents. C'est nous, comme techniciens, qui sommes formés. Avec respect, avec tout. Le problème de privé, il n'y avait pas de techniciens de laboratoire. Il y a des gens, il y a des licences en biologie. Ils sont apprentissage, j'ai mais plus que moi. Deuxième chose, comme la formation continue n'est pas donnée à tout le monde. Le biologiste est motivé, il doit motiver son personnel pour faire la formation continue, à part la motivation financière et tout ça. Là, je rentre parenthèse. Je suis le premier technicien de laboratoire qui a assisté au GIP. Ça fait 6 ans ou 7 ans. Bon, je suis allé, j'étais en recherche avec le chef de service. Donc, quand il m'a dit, tout pour les congrès sont faits pour les médecins. J'ai emmené le programme formation, session formation technicienne, je lui ai montré. Je suis parti au projet. Pour vous dire, alors, les techniciens, avant que nous حكرناهم, les techniciens, quand ils يخدموا الصناعة, يمشي بريفي. ما تخلف على عيني لك ساعة كامل الصلاة ماشي ولا. مثلا الحمد لله التكنيسيان تقول يدخل بالشهاديز، تدخل بالليسونس، يعني هذا بيفير افونتاج. دونك هنا والبيولوجيست هنا هو الدور ديالو. كما تقدري بوزي لا كيسيون على مدام بروفيسور. Pour la communication, est-ce que les techniciens viennent chez eux ou non? C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde le fait, par mon expérience. Alors, ce qui est fait, mais le biologiste, il doit aller vers lui, c'est la machine. C'est la question que j'avais posée. Qui va vers l'autre? Non. Normalement, le technicien, c'est bien le biologiste. Pour demander des explications. Faire ça, le biologiste, quand il voit des résultats, il l'appelle pour s'expliquer. Il n'est qu'à lui là, qui m'a dit bon. Alhamdulillah, ma l'association, là, lui dit d'être là, mais au secteur privé aussi, il y a des biologistes qui sont à la hauteur, que je connais, qui envoient leur personnel, comme technicien, on dit faire des formations. C'est le cas de Khoriba, parce qu'on a un patron qui, que je connais bien, toutes les formations, excusez-moi, il se prend, la formation, moi je l'ai envoyé à tous les boss que je connais. Personne ne m'a répondu. On m'a répondu pour enlever leur reste. Donc c'est ça le problème des quais. Et merci beaucoup. Alors avant de passer, s'il vous plaît, avant de passer au deuxième axe, vous savez, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui justement qui nous suivent de loin sur YouTube. Et oui. Oui, je vais rester sur ce premier axe. Il y a des questions qui sont adressées à vous, justement, j'allais vous les poser. Et alors, justement, il y a une question qui demande combien de tests vous recommandez en électrophorèse pour calculer la répétabilité et le coefficient de variation, etc. Et puis, vous pouvez donner votre point de vue. Alors, je vais commencer par parler un petit peu de mon point de vue, question biologiste, technicien. Alors, biologiste et technicien, on est dans un seul bateau, il faut le savoir.
D'accord? Si on va travailler ensemble, si on est meilleur ensemble, parce que le résultat sort, c'est le laboratoire. Hein? C'est de bons examens, de bons résultats et qui reflètent l'état clinique du patient. Alors on est bon. L'équipe, mais pas seulement le biologiste. C'est vrai, nous, on adosse enfin notre responsabilité. À la fin, tu vas mettre ton cachet et signer, mais tu vas signer sur tout le processus, même si le prélèvement a été fait chez le clinicien. Alors là, tu vas assumer ta responsabilité parce que la qualité, ça commence, la pratique, ça commence avant, comme a dit M. Richard, c'est la préparation du patient, mais c'est avant. D'accord? Donc, technicien et biologiste, on est les mêmes. Question de communication. Moi, quand j'ai fait des stages ailleurs, j'ai vu que les chefs de paillasse, le biologiste responsable et les chefs de paillasse, le matin, ils font une petite réunion. Ils discutent. J'ai un problème, j'ai un, ça ne dépasse pas 10 minutes. Ils règlent tous les problèmes. Dès le matin. Voilà. Alors, ça, c'est une belle recommandation. Voilà, c'est comme réunion de staff de 1 quart d'heure matin. Voilà, c'est ce qu'ils font. Donc, il n'y a pas de problème de communication. Donc, voilà, c'est mon avis. Et moi, pour moi, un technicien, concernant l'information, on est aussi dans le même problème. C'est une question de compétence. Moi, si je suis biologiste, je ne peux pas tout valider. Moi, je suis biologiste général, maintenant je fais que de la biochimie. Si j'ai affaire à valider l'hématologie, si je suis un biologiste qui se respecte, je dois faire une formation minimum 6 mois, selon l'ISO 15189. Donc, l'exigence qualité. Je dois me former et reconquérir ma compétence en hématologie. Même si je suis biologiste, je peux faire ce que je veux si je suis au Maroc, par exemple. Personne ne va m'arrêter. Je peux valider l'hématologie sans problème. Mais non, si on exige de la qualité, je dois me former. Aussi, le technicien, s'il va changer de paillasse, il doit se former sur cette paillasse, même s'il est technicien, il connaît tous les tests. Il a fait, voilà, on a enseigné aux techniciens toutes les techniques, il a fait des pratiques, il a fait des cours. Mais on va oublier que les choses changent. Quand je vais changer de paillasse, c'est pas que c'est normal pour avoir de la qualité. Il doit être formé par un senior ou un biologiste. Et les formations, comme il exige la qualité, c'est des niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Comme les nouveaux techniciens qui sont recrutés, on va les former niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà, c'est rien, donc il n'y a pas de problème. J'aimerais qu'on parle du LDM, laboratoire de biologie médicale. On parle de ressources humaines, biologistes et techniciens. Et pas seulement parler des techniciens, à part comme s'ils sont seuls dans un bateau à eux. Et nous, on est seuls. Le processus, tout le processus, il y a le technicien, et pas seulement dans un laboratoire de biologie, il n'y a pas que les techniciens et les biologistes, il y a aussi les administrateurs. On a oublié il y a quelqu'un qui a acheté, il y a quelqu'un qui a démarché, qui a fait le choix, voilà, il y a le résultat biologique. Voilà, c'est plus le résultat biologique dépend de la qualité de réactif, mais c'est le choix du réactif aussi, c'est important. Donc, il y a l'intervention aussi de l'administration. Il y a aussi l'ORAC, le responsable d'assurance qualité. Voilà, donc là, c'est plusieurs intervenants. Donc, dans un laboratoire. Alors, pour répondre à la question de répétabilité, alors en général, pour que ça soit une courbe gaussienne, d'accord, le minimum, ça doit avoir 30. Voilà. Mais en fonction de votre débit. Si, par exemple, il y a un débit faible, un petit appareil qui fait 1 ou 2 électrophorèses par jour, ça peut passer de faire 15. Mais un grand débit, le minimum, faire 30. Si vous avez faire plus, c'est bien. Donc, voilà. Et une chose qui est très importante en répétabilité aussi, il faut tenir compte de la valeur décisionnelle. Par exemple, pour les gamma-patients monoclonales, on a des hypogammas, d'accord, pour le cas de chez légère. On a des valeurs normales, si le patient est normal, et on a des hypergammas monoclonales. Il faut faire le choix des 3 pour tester votre système réactif appareil
dans ces 3 niveaux, et c'est ce que vous recevez pour refléter l'état clinique. En général, un résultat de laboratoire, il reflète un état clinique. On pose des diagnostics, mais c'est pas nous qui annonçons ça, mais presque 70% des diagnostics, plus de 70%. C'est une étude française, c'est pas moi qui le dis, se font par la biologie. Donc on est important, je ne sais pas qui l'a dit, mais on participe aux soins, bien sûr, on participe aux soins. Nous, le laboratoire, le LBM, je ne dis pas ni biologiste, ni technicien, ni administrateur, ni rien. On est tous, on participe à la qualité de la biologie médicale. Voilà, merci beaucoup. On va passer oui, on va passer tout de suite. Je suis un peu pragmatique au niveau donc de mes interventions. Très bien. Alors, je vais donc, le professeur Boukhira, il a dit qu'il a des polyvalents qui font la technique, qui font technicien. Est-ce que, là je pose une question, est-ce que le biologiste accepte que quelqu'un d'autre de profil autre biologiste, il est le chef des laboratoires? Et je m'arrête là, désormais ces questions. Parce que ces questions de technicien, ces questions, il y a d'un profil. Il faut savoir que le technicien, pourquoi j'ai dit ça? Le technicien, il a dans son programme de formation 75% de pratique et 27% de la théorie. Donc toute sa formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 25%, il passe au niveau des travaux pratiques, au niveau des stages, au niveau, et puis on voit quelqu'un qui n'a pas fait cette formation, vous lui dites, voilà, agiter maintenant le travail bien. Non, il est acceptable. Mais on va ramener la formation continue. Là, on demande que le technicien de laboratoire lui fait des formations continues, fait des méthodes spécialisées. Et là, je reviendrai tout à l'heure, la biochimie sèche, les actuellement est avancée, est-ce qu'on a pu participer des techniciens pour la formation continue dans ce sens? On arrivera à ce point. Et pour vous dire que le technicien, il faut qu'il trouve ça. Je termine par dire que le biologiste, le biologiste doit faire sa place avec le technicien pour évoluer la biologie au Maroc. Très bien, merci. On aborde maintenant le deuxième axe, justement par rapport à... On m'arrête pour le premier axe, pour la place du technicien. Allez-y. Exceptionnellement, je vois cette dernière intervention. Alors, premièrement, je me présente, je suis Dr Moudal Mohamed, pharmacien biologiste, chef du service de laboratoire de CHP Mohamed 5 au CNES. Franchement. Donc, premièrement, je reviens à ce qu'on dit, il y a un technicien, qui est avec fierté. Bon, durant ma carrière, j'ai dit la biologie, j'ai été formé par des techniciens. Là, je ne vais pas ni jeter des fleurs sur des personnes, ni incriminer d'autres personnes, mais je vais dire la réalité et la vérité. Dans la majorité des cas, on n'était pas encadré par des professeurs. On était encadré par des techniciens de laboratoire. La rencontre avec les professeurs, c'était uniquement dans les cours. Point barre. Donc, c'est côté formation théorique. Donc, tout ce qu'on a acquis sur la paillasse, sur la technique, c'était grâce aux techniciens. Donc, la deuxième des choses, c'est que lorsqu'on parle de techniciens et de biologistes, je reviens à ce qu'a dit le professeur Sam, c'est qu'on est dans le même bateau. Donc, c'est cool. On coule les deux. Toujours rapidement. Les techniciens, c'est la pièce maîtresse des laboratoires. Mais la première question, chacun des centres de formation des techniciens féminins, c'est très peu. Et avec l'augmentation de la demande, est-ce que le ministère a fait un effort pour faire d'autres sites de formation? C'est très bien, parce que ça, c'est effectivement le rôle de l'association. Voilà. Tout à l'heure, quand j'ai parlé d'association, c'est un organe juridique, j'imagine, qui est statué, etc. Et qui a beaucoup de choses dans son pipeline à sortir. Et c'est lui qui fera cet effort-là pour toucher les autorités. Alors, la première des choses, le nombre de centres de formation, elle est très réduit. Oui. Elle ne répond même pas à la demande du public. Oui. Donc, comment il va faire pour répondre à la demande du privé? Ce qui fait que le privé, elle va être contrainte de prendre des étudiants de la fac de sciences qui ont fait du taylorisme. Elles ont appris une seule tâche. Elles sont monotâches. Dans la majorité des cas, elles sont bitâches. Elles peuvent faire 2 choses ou 3 choses maximum. Pas d'autres choses. Alors, maintenant, nous avons un autre problème.
public-privé. Ces techniciens qui viennent d'être formés, la première des choses lorsqu'ils vont être affectés, c'est qu'ils vont être affectés dans des provinces lointaines. Alors là, ça pose un deuxième problème. Une fois formés, province lointaine, qu'est-ce qui se passe dans cette province lointaine? Rien. Le laboratoire, il n'y a pas de biologiste, il n'y a pas de matériel, il n'y a rien du tout. Et donc, le technicien, même sans savoir qu'il a acquis durant sa formation initiale, elle va commencer à le perdre. Parce que si on n'avance pas, on recule. Et donc, il n'y a pas de communication parce que le biologiste n'existe même pas dans cette province. Et le technicien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire les petites tâches. Yani, ce qui existe dans le laboratoire, dans ce laboratoire-là. Le ministère de la Santé, qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Elle a établi le panel minimum, le paquet minimum. C'est-à-dire que chaque province, chaque laboratoire, elle accepte le niveau d'IELO et doit faire ses examens. Et comme ça, on va exiger aux administrateurs qui prennent la décision d'obliger le laboratoire à faire des analyses qui sont très précises par laboratoire. Maintenant, côté public-privé, nous avons deux paradoxes. En fait, le public, il y a du personnel, il n'y a pas de matériel. Le privé, il y a le matériel, il n'y a pas de personnel. Le biologiste, est-ce qu'il communique ou il ne communique pas avec le technicien? Dans le public, je vais dire les choses en réalité. On ne trouve pas le Quand biologiste. vous exprimez votre point de vue. Hein. Oui, mais mon point de vue, d'après ce que je vois, et je connais bien mon métier, on ne voit pas de biologistes. Les biologistes ils sont en état de désert. Elles pointent au niveau des laboratoires, quelques heures, et puis elles quittent. Et ça, c'est la même chose qui se passe également au niveau dans la base des centres de privés. Et donc, comment on peut communiquer avec un biologiste qui n'existe même pas? Donc, le technicien, elle fait sortir des résultats. En attendant le biologiste pour qu'il valide, le biologiste dans le privé fait de la validation par Internet. Maintenant, la question, la formation continue. Pour le privé, il n'y a pas de formation continue. Pour le public non plus. Et grâce à l'association, on a commencé à avoir des formations qui sont destinées aux techniciens. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce que ce technicien va avoir l'autorisation de faire le déplacement et de quitter son service? Pour les techniciens qui sont ici en privé, elles peuvent dire que c'est vraiment... c'est à peine d'avoir l'autorisation de faire... de s'absenter, de faire le déplacement, sinon il doit déposer son congé ou bien un certificat de maladie. Donc l'association a beaucoup de travail. Oui. Pour le privé, pour le biologiste, elle ne pense pas à la formation. Elle pense à une seule chose. Et il n'y aura pas de personnel. Mais elle va toucher parce que même que elle n'a pas esclavé. Donc il ne va pas laisser le technicien aller faire de la formation continue. Maintenant, l'autre chose, nos techniciens, qu'est-ce qu'ils font? La majorité d'entre eux, ils n'ont pas baissé le bras. Au Kimmelo, dans l'institut de doctorat d'Iron, mais ce qu'on a, c'est un paradoxe. Il y a une augmentation de compétences, mais hémorragie au niveau du laboratoire. Le technicien, quand il a 2 bacs plus 3, quand il a des connaissances, nous avons voilà, un certain niveau satisfaisant, et lorsqu'il va faire un master et un doctorat, tu vas voir si qui ou les critères, ou là qui fait bzaf الحوايج, ou là la communication est مزيانه, ou là le français est مزيانه, ou là خدام مزيان, elle a acquis beaucoup de connaissances. Mais en contrepartie, notre ministère, qu'est-ce qu'il fait? Parce que une fois elle a dépassé le stade de technicien ou le grade de docteur, je vais dire, elle est dans le laboratoire. Donc, en tant que biologiste, même les connaissances d'IELO, même au niveau d'IELO. Donc, vous avez tout un dossier complet. Il y a aller les poser et puis aussi essayer de saisir sincèrement le ministère pour justement essayer de gagner quelques points. Je pense que l'association est en train de construire l'association est en train de faire un travail qui est très très remarquable. Rien que le fait d'organiser des journées de formation pour profit des techniciens, c'est vraiment quelque chose de déjà c'est un départ. Merci. On va passer maintenant, on attend un peu parce que le temps court. Et puis par rapport justement avec quoi on a terminé, cette matinée on a terminé avec l'automatisation sèche. Et là je vais m'adresser tout de suite à la présentation qui a suscité quelques questions du professeur Bourrena. Vous avez précisé pas mal de choses dans votre propos concernant justement les avantages de la technologie de chimie sèche
en termes de précision, en termes de volume réduit, en termes d'absence de besoin d'eau, pas de station d'eau, pas de déchets. Donc, si vous voulez bien, deux petites questions posées par les gens qui nous suivent via le net pour démarrer. Donc, c'est des questions auxquelles vous avez déjà répondu. Donc, les interférences en utilisant la technologie de chimie sèche, est-ce qu'elles sont minimes ou pas par rapport aux technologies de chimie liquide, par rapport aussi au temps d'analyse, le temps court, plus court, moins court, par rapport à la chimie liquide aussi. Vous répondez quoi à ces questions, s'il vous plaît? Alors, vous savez très bien les trois interférences qui sont les plus connues pour un élément. Il y a l'hémolyse, il y a la liquidité, il y a l'ITER. Bien ça, d'après l'intervention de monsieur, elle a parlé déjà. Monsieur Nafar, oui. Il a déjà parlé de cette possibilité de s'affranchir déjà de l'hémolyse. Oui. Et moi, j'ai rajouté l'interférence par rapport aux protéines. Et on avait travaillé d'ailleurs sur la protéine, on avait comparé les deux plaques, la plaque usuelle qui est très utilisée malheureusement jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui est rouge de ferrogalote sur le milieu liquide, et la plaque au ferrocathécol. Ça permet d'éviter ces interférences. Et un autre point très important dont elle avait parlé, M. Nefar, qui m'a beaucoup plu, c'est par rapport à la bilirubine. Alors, la bilirubine, seul le laboratoire OCD, il a ce qu'on appelle la plaque BUBC. Il en a parlé. Et cette plaque BUBC permet justement de s'affranchir de l'interférence, d'avoir un biais positif, surtout lorsque la bilirubine totale est élevée. Ça se répercute sur la bilirubine conjuguée. Vous avez des valeurs qui sont faussement élevées. Et cette plaque BUBC permet de s'affranchir. Donc, cette technologie qui a une couche dédiée parmi lorsqu'on avait parlé du slide, il y a des couches superposées et il y a une couche dédiée à éviter ces interférences. Et d'ailleurs, si vous vous amusez à lire la notice du fabricant, vous allez trouver toutes les interférences qui ont été étudiées, et même avec le seuil à partir duquel on peut éviter l'interférence. Il y a aussi l'interférence de l'hémoglobine lorsque l'on a des hémoglobines très élevées. Les variants, c'est en matière lorsqu'on parle d'hémoglobine glyquée. Alors, pour l'hémoglobine glyquée, ça se fait aussi sur vitrose. Il y a une plaque dédiée pour l'hémoglobine glyquée, sauf que la technique, ce n'est pas une technique chromatographique, ce n'est pas une technique non, c'est pas une technique chromatographique HPLC, c'est une technique turbidimétrie. Et c'est une turbidimétrie qui est la plus précise parmi les techniques turbidimétriques, parce que les techniques turbidimétriques sur les autres auto-analyseurs dont je ne cite pas les noms, ils n'ont pas donné satisfaction. Donc, moi, je vous conseille, si jamais vous avez des auto-analyseurs qui font de l'hémoglobine glyquée par turbidimétrie, il ne faut pas donner des résultats, c'est faux. À 100%, c'est faux. De toute façon, pour ça, ou bien, il faut avoir l'HPLC, à la rigueur, une HPPP, basse pression, pas nécessairement de pression, ou bien il faut recourir à cette technique vitrose qui permet d'éviter ces interférences. De toute façon, le conseil que vous donnez pour ça, pour moi, il est déjà débattu dans le sens où ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 20 ans. 20 ans. 20 ans que c'est gentil, 10 ans. Cette technologie existe. L'IFCC, l'International Federation of Clinical Chemistry, avait stipulé la grande standard. C'est l'HPLC. C'est toujours, on ne discute plus. On discute. Donc aujourd'hui, il y a plus de conseils à donner là-dessus. Non, mais parfois, par mesure d'économie, certains laboratoires préfèrent faire tout sur un même automate. Dans ce cas-là, qu'est-ce que le clinicien va faire? Il n'a qu'à refuser ce résultat. Mais bien sûr,
Mais bien, s'il y a une discordance, chaque fois, il reçoit des résultats qui ne correspondent pas à l'équilibre décimé de son patient, il doit éviter. Moi, je vais aller encore plus loin. Il y a certains cliniciens qui se sont permis, et je me rappelle, il y a quelques années auparavant, qui avaient des petits appareils à côté en consultation pour faire de mobilité. Mais c'était de n'importe quoi. Ouais, et on appelait ça de la biologie déplacée, délocalisée. Mais c'était n'importe quoi. Non, la biologie doit rester des techniques. L'hémoglobine glyquée, je précise. Il y a l'HPLC. À la rigueur, actuellement, une technique qui a été standardisée par rapport à l'HPLC, c'est l'électrophorése capillaire. Oui. Et c'est pointu. Et je ne veux pas faire. Qu'est-ce que vous répondez au temps d'analyse? La deuxième question de la personne qui a posé la question. Oui. Par rapport au temps d'analyse de la chimie sèche, c'est-à-dire l'avantage. Alors pour la chimie, est-ce qu'il est présent? Il y a un collègue qui parle. Permettez-moi, professeur, je vais intervenir par rapport à ce point-là, parce que en tant que représentant de l'orthophonie de diagnostic, je suis directeur Afrique orthophonie de diagnostic. Donc par rapport au point du temps, tout clairement, on aura un temps meilleur par rapport à la chimie liquide normale sur le marché, sauf que on joue plus sur ce qu'on appelle la probabilité d'avoir le premier résultat, le résultat à la première fois. Et donc, pour éviter tout ce qui est repasse et tout ce qui est refaire des analyses. Et donc, c'est là où on va prendre le temps qui va être mesuré sur la globalité par rapport à un laboratoire d'analyse dans le temps, dans une période. Et non pas par rapport à une analyse X faite en temps X, en temps T. C'est-à-dire la probabilité d'avoir le bon résultat dès la première fois. Ce qui est beaucoup plus important que le temps d'analyse en lui-même. On parle de temps et de qualité. Il ne suffit pas d'avoir l'analyse au bon moment, il faut avoir la bonne analyse et le bon résultat au bon moment. Voilà, Donc 3. Très bien. Mais attention, le bon moment, il y a la qualité et le bon du choix. Mais attention, il y a certains paramètres dont le temps est très très important. Je donne l'exemple de la troponie. La troponie, il y a un malade qui à côté qui attend. Mais en général, le temps de délai de réponse est acceptable. Moi, un autre point que je veux soulever pour cette technique sur chimie sèche, je ne l'avais pas dit, je profite de l'occasion, c'est que lorsque le spécimen est déposé sur la plaque, il y a une certaine viscosité et une certaine force électrostatique qui est exigée par ce liquide-là. Alors, si vous choisissez un contrôle de qualité, il doit avoir la même viscosité que le spécimen. Et c'est pour cela, s'il y a dilution, on ne dilue pas avec l'eau physiologique comme dans la chimie liquide. Il y a un diluant spécial qu'on appelle le PSA, et les gens de l'orthoclinical diagnostic, ils le connaissent. Le PSA, c'est quoi en fait? C'est un diluant à base d'albumine. Pourquoi l'albumine? Parce que si vous faites une dilution, pour ne pas changer la viscosité du liquide, il faut rajouter de l'albumine, mais jamais de l'eau physiologique. Jamais un diluant classique. C'est un diluant d'ailleurs qui est fourni avec les réactifs, c'est ce qu'on appelle le PSA. Vous connaissez le PSA? Je voudrais quand même l'avis du professeur Matawi par rapport à l'importance vu les avantages de la chimie sèche par rapport à la chimie liquide. Est-ce que vous êtes du même avis? Moi, je vais le reconnaître. Je n'ai pas de recul pour la chimie sèche et je ne vais pas donner mon avis par rapport à quelque chose que je n'ai pas de recul. Oui, j'ai des données du récent. Mais le recul, c'est que nous, qu'est-ce qu'on faisait quand on fait du chimiste? J'aimerais toujours avoir deux techniques différentes, avec deux principes différents. D'une façon, si j'ai un problème avec une technique, moi, c'est un chimie liquide, il y a beaucoup de dérives. Si j'ai un problème, j'ai une autre technique pour comparer. Et c'est idéal pour un laboratoire d'avoir deux techniques différentes, deux principes différents pour toujours comparer. Concernant la chimie sèche, je ne vais pas donner mon avis parce que je n'ai pas trop d'expérience là-dessus. Dans ce cas-là, je vais m'adresser peut-être aussi à Hicham Mohammadi par rapport à la chimie sèche parce que je sais que vous la connaissez depuis le temps de, je ne vais pas la nommer, les années 95, 80, voilà. Vous avez bien travaillé sur la chimie sèche, je me rappelle très très bien.
Alors, en termes de formation, par rapport aux techniciens, justement, est-ce qu'il y a des besoins spécifiques ou c'est quelque chose qui est du praticable, facile? Je vous remercie, monsieur. Oui, je réponds, je complète la question de tout à l'heure, c'était le temps de sortir des résultats. Je rejoins monsieur Boukhela qui a toujours, tout à l'heure, il a parlé des avantages et des inconvénients de la chimie sèche. La chimie sèche ne demande pas, d'après l'expérience. Maintenant, on a beaucoup travaillé avec la chimie sèche et maintenant on est passé vers la chimie liquide. Et donc, la maintenance, la qualité de l'eau. Il faut toujours surveiller cette qualité de l'eau. Et s'il y a un problème au niveau de la qualité de l'eau, il n'y a pas de résultat. Donc il faut faire attention, il faut être vigilant et il faut regarder la résistivité, la résistivité de l'eau sous les yeux tous les jours pour ne pas tomber dans les problèmes. Parce qu'après, c'est les dégâts et c'est les catastrophes. Et donc après, il y a la maintenance. Donc, on est tout le temps en train de faire de la maintenance avec la tuyauterie, la maintenance chaudière, la maintenance nucléaire. Et puis, par la suite, vous avez les qualifications. Tout à l'heure, M. le professeur Boukhela, il a parlé de... Oui, dans certaines chimiques, et pas ces éléments, il y a toujours de la calibration. Il y a la stabilité de cette calibration qui s'épuise 2 ou 3 jours après. Vous avez la calibration qui est périmée et vous êtes en train de refaire, de recalibrer et de faire le contrôle. Vous recalibrez et vous faites le contrôle pour s'assurer que votre calibration elle est bonne. Donc, si vous évitez tout ça, vous pouvez faire sortir des résultats avant 10 heures. Par contre, si vous arrivez à faire tout ça, vous avez avec la biochimie, avec une trentaine de paramètres, en plus, vous serez dans l'obligation de faire sortir des résultats vers 1 heure. Par rapport à la question justement que j'ai posée, ça c'était l'intervention par rapport à la question de départ, mais j'ai posé la question par rapport à la formation et le niveau de formation qu'il faut avoir et l'exigence de cette formation pour l'utilisation de l'optimate. La formation, il n'y a pas d'exigence particulière. Non, il n'y a pas d'exigence par rapport à cette. On voudrait juste écouter. On voudrait écouter ça. Mais c'est du propre, ça ne demande pas des compétences vraiment extraordinaires. C'est un automate, chimie sèche, c'est du propre. Il n'y a pas de station d'eau, il n'y a pas de qualité d'eau exigée. C'est vrai, il y a quelques liquides et liquides de référence. Il y a le BSA si jamais vous faites une dilution, à part ça. Il y a pour les systèmes d'immunoanalyse, il y a bien sûr le système de lavage parce qu'on travaille sur une phase hétérogène, donc on doit éliminer la phase non liée. C'est tout ce qu'il y a. Et puis après les plaques, bien sûr, après lecture des plaques, il y a l'automate qui se débarrasse des plaques. Et selon besoin de station d'eau, est-ce qu'il peut être capitalisé en décision, par exemple, si on est dans une zone où à Marrakech, je vous donne l'exemple de Marrakech. Oui, on a une eau qui est lourde, très lourde, l'eau de réseau, elle est très lourde. Et imaginez dans un laboratoire, si jamais vous n'avez pas une bonne station d'eau, attention, ce n'est pas les stations d'eau qui sont bidouillées quelque part, il faut avoir une bonne station d'eau qui est certifiée, des marques qui sont reconnues, et pour que l'eau ne se détériore pas, parce que le mécanisme va se bloquer. Une fois il détecte un certain niveau de restrictivité, il se bloque carrément. Surtout en électrochimie, ça bloque le réactif. Si jamais la restrictivité augmente, ça bloque. Avec la chimie sèche, il n'y a pas de station. Il n'y a rien. C'est très bien. Alors, bien sûr, vous allez intervenir, professeur Mangin, et ça va être le mot de la fin. Vous allez avoir la première à faire. Également, on travaille avec un système d'eau, on travaille avec l'architecte. En fait, on a 3 osmoseurs.
3 osmoseurs, on a... Oui, mais avec les 3 osmoseurs, attention, s'il y a une coupure d'eau, en tombant pas, ça veut dire que l'architecte peut arrêter, on aura demain, exactement. Et la résistivité, normalement, doit être toujours inférieure à 15. Et les filtres doivent se changer toutes les 15 jours. Et j'étais en train de réfléchir parce que les calibrations, généralement, est-ce qu'il y a une différence entre la chimie sèche et le système d'eau? Parce que la calibration des enzymes, ça se fait par l'eau. Il n'y a pas des calibrants. La calibration des enzymes, c'est ça, là où il y a un point très important à discuter. Parce que tous les paramètres, ils sont des calibrants spéciaux, à part les enzymes transaminases, azate, alate, gamma-GT, phosphatase-alcaline, on calibre avec de l'eau. Et là, ça se pose la question. Oui, bien sûr. En matière d'activité enzymatique, lorsqu'on veut déterminer l'activité enzymatique, on ne calibre pas. Il n'y a pas de calibration, il y a juste le zéro. Et prend l'eau pour mettre le zéro. Mais il n'y a pas de point, il n'y a pas de courbe de calibration parce que vous savez la grande formule qui calcule l'activité, et là, il vous donne le résultat. C'est ça la particularité pour les activités enzymatiques. Mais tout le reste, tous les substrats, bien sûr, il faut calibrer. Ou bien une calibration à 2 points, ou bien une courbe à 6 points. Merci. Alors, Madame Angeline, vous n'avez pas encore dit votre dernier mot pour conclure, parce que je vais faire le tour de la table, pour conclure ce débat. Et on voudrait donc vous écouter sur la journée, c'était magnifique. Enfin, après la pandémie Covid-19, on a pu se réunir en présentiel. Donc, moi, c'est pour la première fois. Oui, exactement. Donc, pour la première fois, je me suis honorée de se présenter ici, encore plus en tant qu'oratrice. Donc, je suis énormément fière. Je vous remercie énormément et je vous souhaite une bonne continuation. Et techniciens, écologistes, on est là tous pour les malades. Et ben, merci et bonne fin de week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Prochain débat, le dernier mot. Le mot de la fin. Bon, je suis très ravi. C'est avec un grand plaisir que j'ai participé à cette journée, et spécialement dédiée à la biochimie. Et j'ai pu voir des visages biochimistes qui sont très rares, c'est une denrée très rare. J'en suis très ravi et je remercie à travers vous l'Association nationale des techniciens de laboratoire qui a du pain sur la planche en fait, comme on dit. Il a beaucoup de choses à travailler, surtout sur le plan réglementaire. Et j'espère qu'il aura la patience pour faire aboutir toutes les doléances qui ont été dites aujourd'hui en profitant de cette journée. Et je remercie en fin de compte mon ami le professeur Adjoni. J'ai eu la chance de le voir aujourd'hui. Je vous remercie tous. Merci. À mon tour, je remercie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, je suis honoré par cette réunion qui rassemble Adjoni qui était notre enseignant, et la Cécile, le chimiste. C'est la première fois que j'interviens dans une aussi importante réunion. Je souhaite que ce ne sera pas la dernière, bien sûr. Je remercie à travers vous et Valence, les organisateurs qui ont bien géré cette journée, et à travers, et bien sûr, l'association des techniciens de laboratoire, bien sûr, dans le but d'avoir des perspectives toujours pour ce technicien de laboratoire qui est toujours, comme on l'a dit, qui n'est pas très motivé et qui n'est pas très... donc, je vous remercie tous, je remercie également l'assistance d'avoir, bien sûr, résisté jusqu'à 16h15, donc pour nous écouter. Je remercie tout le monde et je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Nathalie, votre mot de la fin, si vous voulez bien. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président. Alors, moi, j'aime pas la fin. C'est pour la prochaine fois, Inch'Allah. Dans le prochain congrès, on aimerait bien assister, partager avec nos collègues techniciens de laboratoire, partager avec eux tout ce qu'on sait et apprendre
des techniciens de laboratoire. Moi aussi, j'ai beaucoup appris des techniciens de laboratoire dans ma formation en tant que biologiste. Je le reconnais, je l'ai dit à M. Chef, on connaît des techniciens qui nous ont formés sur la paillasse et c'est encore nos amis. Donc, il n'y a pas de problème. Et pour la formation, on sait quand on est ancien, on est des experts, on prend de la compétence et on peut former les jeunes, techniciens ou biologistes. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Donc, on travaille ensemble. On a beaucoup de défis, beaucoup de défis pour notre profession de la biologie médicale. Et il y a le problème de l'accréditation, le problème de la qualité des analyses. Et c'est en général ce qui va venir. On sait très bien que beaucoup de laboratoires ont fermé en France, où il y a une agglomération de laboratoires, quand il y a l'accréditation. Parce qu'on parle d'accréditation, en fait, quand on dit accréditation, que c'est obligatoire, et c'est quelque chose qui émane, c'est un organisme étatique. En fait, on n'a pas d'accréditation, parce que l'accréditation qui affiche les gens, c'est COFRAC, c'est France. Et c'est pas, en fait, ils ne peuvent pas fermer un laboratoire ici au Maroc. Voilà. Donc, quand on met accréditation, c'est quelque chose d'étatique. C'est dépendant de la certification. Donc, il faut les mots, il ne faut pas qu'on joue sur les mots en général, de la terminologie et les terminologies de la qualité. Donc, je répète, qualité, 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 c'est notre défi. Qualité des analyses. On travaille ensemble, on est dans un seul bateau. Merci beaucoup à l'Association nationale des techniciens de laboratoire qui m'a invité. Et je suis à votre disposition. Merci beaucoup à tous les orateurs et à tous les participants à cette journée. Merci beaucoup. Merci à vous, Nathalie. Maintenant, je passe la parole à Romane pour le mot de la fin. L'Association marocaine des techniciens de laboratoire, l'ensemble des membres de l'association. J'espère que j'ai bien représenté mon corps des techniciens de laboratoire aujourd'hui. Donc, je ne cesse de dire que je suis fier d'être un technicien de laboratoire. Merci. Merci à vous. Chef, pour le mot de la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup, professeur Larry. Donc, je vous remercie tout d'abord d'avoir animé avec gentillesse, et avec vous nous avez supporté durant donc, ce débat. C'est formidable, on a appris. Pour moi, la journée, donc, je tiens à féliciter tous les membres de l'Association nationale des techniciens de laboratoire pour cette journée que je considère que c'est une formation pour moi comme une formation continue et d'avoir donc rencontré mes chères sœurs et frères que je n'ai pas vu durant la pandémie. Donc c'est un plaisir et de vous connaître bien sûr les biologistes. Et je les félicite encore pour faire un trait d'union entre les biologistes et les techniciens. Donc, j'invite nos biologistes justement à faire des efforts avec notre association et avec les techniciens pour hausser la biologie au niveau national. Et pourquoi pas dans d'autres progrès, dans d'autres journées, je vous invite les présents à faire participer vos techniciens au niveau donc, des journées et être accompagnés. Et là, je tiens à féliciter Dr Moulea, qui a accompagné ces techniciens depuis Meknès jusque-là. Et là, c'est un modèle, il y a un biologiste avec les techniciens, parce que c'est une formation continue à tout le monde. Je tiens donc à vous remercier tous, je vous aime tous, je suis fier d'être un membre technicien au niveau de l'association, et je vous souhaite très bon courage pour d'autres journées, Inch'Allah, bénéfiques. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, vous parlez toujours du cœur, donc on vous dit merci du cœur. Et quant à moi, je vais clôturer ce débat et donc cette journée scientifique, d'abord en disant bravo à l'Association nationale des techniciens de labo, à sa tête M. Hakoum, qui fait un travail extraordinaire, ne serait-ce que de voir l'évolution de cette jeune association. J'ai fait leur connaissance il y a 3 ans, c'est combien? 4 ans 4 ans. Et voilà, aujourd'hui, ils ont pu faire un travail dingue, c'est-à-dire d'essayer de convaincre
Par exemple, un laboratoire de diagnostic pas des moindres, il est en alliance avec son partenaire Ortho Clinical Diagnostic pour la bonne cause. Et cette bonne cause, c'est les techniciens. En invitant des professeurs qui ont animé ces conférences toute la matinée et qui ont participé dans ce débat tellement intéressant qui a été aussi une opportunité d'échange avec les techniciens présents, que je remercie parce qu'ils sont restés assidus, à l'écoute, attentifs. Vraiment, c'est une réussite. Je vais, avant de remercier tout le monde aussi, si vous voulez, je vais vous donner le micro pour vous. Merci, professeur Lagounis. C'est un honneur de voir venir parmi nous cette journée. Après 4 ans, nous avons discuté qu'est-ce que tu veux faire dans l'avenir avec cette association. Donc, nous sommes en route. Donc, la création de l'association, c'est surtout pour valoriser le métier. C'est surtout pour valoriser la biologie. Donc, la biologie en général. Nous, biologistes, tout, on est dans une biologie. Donc, il faut valoriser notre métier pour donner mieux à notre population. Ce sont nos familles, nos frères, nos proches. D'accord. Donc, monsieur, je ne me rappelle plus le nom. Donc, les laboratoires privés, c'est parmi les choses qui m'ont initié de faire un tel travail d'association pour valoriser le cadre de technicien de laboratoire. Je sais bien, j'étais aux hôpitaux militaires, j'ai participé avec le professeur Boukhira à 98, ça fait 23 ans. C'est ma première affectation à l'hôpital militaire à Vissin, Marrakech, donc dans le service de biochimie. Donc, nous avons travaillé ensemble. Donc, 2005, j'ai quitté l'hôpital militaire vers un secteur privé. Donc, j'ai travaillé dans le secteur privé pendant 3 ans. Donc, j'étais le premier technicien de laboratoire à exercer au niveau d'un laboratoire privé. Donc, après, je crois que nous avons la reconnaissance d'un technicien de laboratoire parce que la plupart des biologistes cherchent un technicien de laboratoire dans leur laboratoire. Nous avons marqué les biologistes par notre compétence. Donc, c'est la raison pour laquelle chaque biologiste doit avoir un technicien à côté pour l'épauler. Donc, avant, j'ai trouvé des gens qui n'ont aucune relation avec la biologie, même ils ne sont pas des scientifiques. Ils sont parfois bac littéraire, même pas le bac. Qui font des analyses non supervisées. Donc, ça m'a choqué. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai bien travaillé pour que je donne naissance avec le groupe du bureau de l'ANTLN, la naissance d'une association qui va défendre le statut de technicien de laboratoire, sachant que la prochaine année, c'est-à-dire 2021-2022, on va avoir naissance d'une formation à l'OFPPT des techniciens, des aides techniciens de laboratoire. Il faut faire connaissance que à partir de septembre 2021, Agadir va former des techniciens de laboratoire, des aides techniciens, des assistants pour les techniciens de laboratoire pour combler le vide, pour libérer les techniciens de laboratoire de faire plutôt les techniques spécialisées pour prouver la compétence technique. Donc, la pandémie 2020 a montré que le technicien de laboratoire est capable de s'adapter. Donc, vous avez vu l'adaptation des techniciens de laboratoire dans la biologie moléculaire. Donc, vous avez vu que avant la PCR, c'est un examen spécialisé des gens
qui exerce, qui fait la PCR. Mais depuis 2020, dans un timing vraiment record, les techniciens de laboratoire sont adaptés pour servir notre population. Donc, c'est la force d'un technicien de laboratoire, c'est l'adaptabilité, la compétence technique, elle est là, mais on peut avancer, évoluer rapidement. Donc, il nous faut tout simplement les champs d'exercice pour développer nos compétences. Donc, je suis très fier d'être un technicien de laboratoire, très fier, j'ai l'honneur d'être le président fondateur d'une telle association professionnelle. Donc, merci pour la présence, merci pour nos orateurs, merci pour cher maître Khimchaf, qui est vraiment un ancien encadrant formateur au niveau du SPITZ Rabat. Vu Rabat, c'est le premier centre de formation des techniciens de laboratoire. Je tiens à remercier notre groupe d'ANTLM, bureau ANTLM, nos comités d'organisation, comités scientifiques, et comités de communication, nos chers délégués. Nous avons parmi nous les délégués de Dakhla, Lyon, nous avons 12 délégués au niveau national. C'est le point de départ pour évoluer ensemble, pour dire nos mots. Je crois que au niveau international, vous avez vu le slogan de la journée internationale des infirmiers. Bien sûr, je crois que le revue d'Elna, il y a le slogan. Donc, techniciens là, travaillent jour et nuit, ce sont des héros. Donc, vraiment, nous avons l'honneur d'être des techniciens de laboratoire.